Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Ah oui, que nous vivons une époque formidable, non content de fermer nos centrales nucléaires, Fessenheim, la dernière en date, et de ne pas entretenir celles qui sont encore en marche. Le président Emmanuel Macron avait annoncé compter notamment sur un plan de développement d'éoliennes, offshore, une énergie intermittente qui ne résoudra certainement pas notre question énergétique, mais ça, c'est une autre question. Mais surtout, dimanche dernier, nous sommes arrivés au sommet de l'Absurdistan. Le gouvernement a annoncé qu'il comptait relancer la centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle, alors que le même président Emmanuel Macron avait promis en 2017 de toutes les fermer avant 2022. Eh bien, en voilà une, fermée en mars dernier et bientôt réouverte. Et puis le même jour, dimanche, dans une tribune du journal du dimanche, les patrons d'Engie, EDF et Total Energy ont publié donc cette tribune appelant à une sobriété d'urgence face à la flambée des prix de l'énergie. Voilà, je vais vous lire un extrait de cette tribune qui est vraiment très intéressante. Depuis maintenant des mois, le système énergétique européen subit de fortes tensions et le système énergétique français n'est pas épargné. Les livraisons de gaz russe par pipeline ont fortement baissé pour certains pays, dont la France, bien qu'en augmentation. Les importations de gaz naturel liquéfié, le GNL américain, n'est-ce pas, sont aujourd'hui encore trop limitées pour compenser ces baisses. Voilà, donc ils alertent sur les stocks de gaz, etc. Les capacités de production électrique pilotables en Europe sont également en tension, à la suite de choix nationaux pour des programmes de maintenance. Les conditions climatiques et la sécheresse viennent en plus amputer la production hydraulique. On arrive à mon moment favori. La flambée des prix de l'énergie qui découle de ces difficultés menace notre cohésion sociale et politique et impacte trop lourdement le pouvoir d'achat des familles. Et là, le meilleur pour la fin. La meilleure énergie reste celle que nous ne consommons pas. Nous devons collectivement agir sur la demande en énergie en réduisant notre consommation pour nous redonner des marges de manœuvre. Alors, pour mieux comprendre les effets de notre politique nationale, qui est même citée dans cet article du JDD en termes d'énergie, et voir en quoi finalement il y a un véritable foutage de gueule énergétique puisque tout retombe sur les citoyens, nous sommes avec Philippe Murer. Bonjour Philippe Murer. Bonjour Clémence. Vous êtes économiste, essayiste, auteur de Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant aux éditions Jean-Cyril Godefroy et Sortir du capitalisme du désastre, coécrit avec Jacques Sapir et toujours aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne. Il y a ces différentes informations, mais finalement qui sont imbriquées, puisque d'un côté, on a une stratégie qui interroge fermeture des centrales, stratégie énergétique notamment et géopolitique vis-à-vis de la Russie. Et puis d'un autre côté, on nous alerte, c'est fini, il va falloir passer à la sobriété. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette stratégie ou cette absence de stratégie ? Oui, c'est vrai que c'est une stratégie contradictoire. Alors moi déjà, je suis assez gêné par la tribune de patrons de groupes d'énergie dans le journal du dimanche, qui est le journal du pouvoir. Je pense que c'est pas à eux d'assumer les erreurs de Macron et du gouvernement avec les sanctions anti-russes, et en tout cas les conséquences du fait qu'on manque d'énergie. Je pense que c'est au gouvernement tout seul de le faire. Il les cite tout de même, pardon, je voudrais, parce que c'est justement intéressant, et moi-même j'ai relevé ces deux phrases-là, qui montrent bien dans cette tribune que malgré tout, il dénonce le gouvernement. Enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez. Les livraisons de gaz russe par pipeline ont fortement baissé pour certains pays, dont la France. Donc là, ils expliquent bien, quand on dit c'est le tournure passive de la phrase, mais malgré tout, on comprend que si elles ont fortement baissé, c'est peut-être aussi parce qu'on a arrêté les contrats avec la Russie. Et puis, également après, les capacités de production électrique pilotables en Europe sont également en tension à la suite de choix nationaux ou pour des programmes de maintenance. Donc là, ils expliquent bien que ce sont les choix nationaux. C'est vrai, mais enfin, les Français doivent se bouger et consommer moins d'énergie. Et par contre, le gouvernement, c'est à la forme passive. Donc moi, je trouve. C'est vrai. Alors que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la Russie, à force de dire à la Russie, les gouvernements ont dit on ne va plus acheter de gaz chez vous. Eh bien, maintenant, c'est la Russie qui dit eh bien, on ne va plus vous envoyer de gaz. Elle a pris, en fait, les gouvernements au mot et elle a commencé à couper et à baisser l'approvisionnement en gaz de l'Europe
qui ne peut pas s'en passer avant plusieurs années, puisque les installations pour amener du gaz, soit des pipelines, soit des bateaux, ce sont des installations qui prennent énormément de temps. Donc voilà la première absurdité. Que payent les Français par un gaz qui est 4 à 10 fois plus cher qu'avant la crise, et qui est beaucoup plus cher que dans les autres pays, dans toutes les zones du monde. Et qu'on achète donc aux Américains, précisons-le, notamment. Qu'on achète aux Américains, mais on continue à en acheter aux Russes 10 fois plus cher qu'il y a un an. Oui, mais qui vient d'Inde, c'est ça, qui est revendu, qui passe par l'Inde. Il passe par les pipelines. Il passe par les pipelines. Il y a toujours une partie du gaz qui arrive, mais un petit peu moins importante. Donc en fait, les Russes gagnent de plus en plus d'argent puisqu'on leur paye beaucoup, beaucoup plus cher le gaz. L'autre chose, effectivement, que vous relevez, c'est les centrales au charbon. Alors, pour remettre en perspective, il faut quand même rappeler que la France avait 10 centrales au charbon il y a 10 ans. Elle n'en a plus qu'une. Ce qu'il faut dire, c'est que la France est le pays au monde ou un des pays au monde qui consomme le moins de charbon pour son électricité et dans son économie en général. C'est du domaine de 0,3% et cette dernière centrale devait fermer dans quelques années. L'Allemagne est plutôt à 20 ou 30% de consommation de charbon, c'est-à-dire 100 fois plus. Voilà. Donc, malheureusement, comme on sous-dimensionne la production d'électricité, eh bien, on se retrouve, en fermant Fessenheim, on se retrouve avec l'obligation d'aller prendre une centrale au charbon. Enfin, Macron aurait un autre choix. Ça serait de dire, je me suis trompé, je n'aurais pas dû fermer la centrale de Fessenheim. Oui. Et en fait, je rouvre la centrale de Fessenheim qui produit d'ailleurs 4 fois plus que cette centrale. Et là, les choses seraient en partie réglées. Oui, tout à fait. D'autant plus qu'on avait reçu Fabien Bouglet il y a peu de temps qui a visité cette centrale et qui nous avait confirmé qu'il serait facile de la réouvrir aujourd'hui. Mais ça serait la preuve de la faute et de l'erreur d'Emmanuel Macron. Mais comme de l'ensemble des gouvernements depuis 10-20 ans. Quand, en tant qu'économiste, j'écris un livre en 2014, La transition énergétique, une énergie moins chère et 1 million d'emplois créés, j'appelle à produire énormément d'électricité en plus, évidemment, puisqu'on doit se passer de pétrole et de gaz et de charbon. C'est ça la transition énergétique, c'est produire plus d'électricité. Or, ce n'est pas du tout ce qu'ont fait nos gouvernements et c'est absolument regrettable qu'ils aient fait ça. En fait, on produit très peu d'électricité. Ah mais là, je me porte en faux, Philippe Murer. Voyons, avec toutes les éoliennes qu'on va avoir, on va avoir plein d'électricité. Oui, ça fait quelques pourcents d'électricité en plus. L'énergie éolienne produit 7% de l'électricité française. C'est pas du tout ça qu'il fallait faire. C'était à peu près, en 20 ans, doubler la production d'électricité en France. Or là, on l'augmente très faiblement. Et puis, bien entendu, avec le truc complètement idiot, c'est-à-dire qu'en mettant des éoliennes et des panneaux solaires, pour la consommation d'électricité, c'est une grave erreur, puisqu'ils ne produisent que la moitié du temps quand il y a du soleil et du vent, eh bien l'autre moitié du temps, on ne peut pas démarrer en 2 secondes des centrales nucléaires, donc on démarre des centrales au gaz et au charbon. Donc en fait, c'est une transition énergétique où on émet plus de CO2, où on est plus fragile, et ça, c'est vraiment une absurdité totale. Ça, c'est intéressant également, ça veut dire que en fait, la centrale à charbon, c'est le duo, en fait, c'est le couple avec les éoliennes finalement. C'est parce que ça permet seulement de compléter au moment venu, au moment où on en aurait le plus besoin. Exactement. Une éolienne ne produit que le quart du temps. Les 3/4 du temps restants, soit vous avez des panneaux solaires qui vont produire un peu, mais vous êtes couplés, en fait, les éoliennes et le solaire sont couplés à des centrales gaz à charbon. Sans ça, ça ne marche pas. Alors, il y a un seul moyen de les utiliser, moi dont j'avais parlé dans mes bouquins, c'est de les utiliser pas pour la consommation d'électricité, mais pour la production d'hydrogène. Et là, il n'y a pas de problème avec l'intermittence, on la lisse par de la production de stockage. Voilà. Malgré tout, Philippe Murer, je voudrais revenir à ma première question, c'est la question stratégique. Parce que là, on a l'impression que toutes les décisions, sont allées dans le mauvais sens finalement. Entre ces sanctions contre la Russie qui nous sanctionnent nous plus que la Russie. Je rappelle que Bruno Le Maire avait promis de faire effondrer l'économie russe. Aujourd'hui, on en parlait dans le premier sujet, c'est la dette française qui n'a jamais été aussi haute, c'est l'économie française qui se porte au plus mal. Et aujourd'hui, on en arrive à des appels à la sobriété. Donc on a ce premier problème géopolitique et puis celui sur cette question notamment, évidemment, des centrales nucléaires. Comment a-t-on pu accumuler une telle série d'erreurs ? Parce qu'en fait, on ne raisonne plus sur le rationnel, sur le réfléchi, sur le sérieux. On raisonne sur l'émotion et sur l'idéologie. Une idéologie pro-énergie renouvelable.
Mmh. Moi, je ne suis pas contre les énergies renouvelables, Mmh. mais on ne peut pas s'appuyer que là-dessus et surtout, elles ne servent à rien dans la production d'électricité. C'est vrai que moi, je parle en vain depuis des années de cela et en fait, je ne suis absolument pas relayé. En fait, je suis même blacklisté des grands médias pour avoir dit ça et pour avoir dit que cette stratégie écologique, entre parenthèses, des écologistes de ELV, c'est plus de CO2, moins de sécurité. C'est vrai que c'est gravissime parce qu'en fait, cet hiver, la France risque de manquer d'énergie à cause des sanctions anti-russes qu'on ne pouvait pas se permettre, il fallait faire autrement. L'énergie sera très chère, va nous amener beaucoup d'inflation dans toute l'économie et une récession qui est quasiment obligatoire en termes économiques. Et même les compensations que fait le pays sur le pouvoir d'achat, en fait, ça coûte 50 milliards d'euros par an au budget. Donc, ça veut dire que ça va faire 50 milliards d'euros de dette en plus. Donc, c'est la catastrophe. C'est né de l'incompétence de nos dirigeants qui devraient travailler ça sérieusement, planifier pour avoir plus d'énergie, mais c'est une planification sur le long terme et s'y tenir. Il nous faut beaucoup plus d'électricité, beaucoup plus de construction de centrales électriques, très clairement. Et ce qui est intéressant également, c'est que là, on se tourne, cet appel du JDD et des patrons d'Engie, EDF et Total Energy, au lieu d'aller pointer du doigt la responsabilité du gouvernement, lance un appel aux citoyens qui n'ont qu'un seul pouvoir, c'est celui de se serrer la ceinture. Bien entendu. Bien entendu. Alors que c'est la faute du gouvernement. Vous voyez, avant, des gouvernements... Mais pourquoi ne pas dénoncer eux-mêmes? Pourquoi n'osent-ils pas? Est-ce que quelqu'un a osé dénoncer le Stade de France parmi les officiels? Non, certainement pas. C'est exactement l'erreur du Stade de France avec cette incapacité de nos gouvernements à gérer la sécurité des Français avec les policiers dont ils disposent. Eh bien, c'est exactement la même chose. Avant, on avait des gouvernements sérieux, si vous voulez. Avec des gouvernements, nous, ça fait 20 ans qu'on dit la maison brûle et on regarde ailleurs, certes, mais les gouvernements ne font rien. Dans les années 70, quand on avait moins d'Union européenne, un gouvernement qui pensait, qui réfléchissait, ce qu'on a réussi à faire, passer d'une électricité avec plein de CO2 en France, puisqu'elle était produite à partir de fioul et de charbon, à une électricité nucléaire sans CO2 peu cher. Voilà ce qu'on est capable de faire quand on planifie. Par contre, on est complètement incapable de le faire. On a une caste qui est incompétente, mais je crois qu'on le répète sur nombre de sujets aujourd'hui. Alors, si on fait un petit peu de prospective, déjà, vous parliez de cet hiver, vous pensez l'hiver prochain, vous pensez qu'on va au-delà de véritables difficultés pour les Français, de véritables crises énergétiques? La crise, elle est déjà là, puisque j'écoutais des Français parler sur France Info hier. C'était des gens qui travaillaient dans les stations-service Total. Ils avaient du mal à mettre de l'essence pour arriver à la station-service. Et certains salariés sont tellement mal économiquement qu'ils en arrivent à aller au Resto du Cœur alors même qu'ils travaillent à plein temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, oui, on va avoir des problèmes au niveau de l'énergie en France, parce qu'en plus, la France dépend peu de la Russie, mais par solidarité européenne, eh bien, on va être obligé de faire avec les imprévoyants comme l'Allemagne qui dépendent énormément de la Russie et de partager le gaz. Donc voilà, on est perdant dessus. Après, je vais vous dire, cet hiver, ça va dépendre de notre relation avec la Russie. C'est-à-dire que si la Russie, en fait, a un moyen de pression avec le gaz sur l'Europe et les États-Unis qui les sanctionnent économiquement. Je veux dire, si on fournit plein d'armes lourdes avec la Russie, on risque effectivement que le robinet du gaz... Avec l'Ukraine, oui. Avec l'Ukraine, pardon. On risque d'avoir le robinet de gaz plus coupé que si on essaye d'avoir des relations un peu plus stables. En tout cas, la Russie a une arme et elle peut nous faire chanter, elle peut nous couper le gaz et elle peut complètement détruire l'économie européenne puisqu'il y a des patrons allemands qui ont expliqué que ça serait comme Lehman Brothers en 2008 avec la crise de Lehman Brothers, ça serait la même chose si on coupe le gaz à l'Europe cet hiver, un effondrement économique. Oui, les choses ont le mérite d'être claires, peut-être que ça pourrait ouvrir les yeux de nos gouvernants, je ne sais pas. Dernière question, puisqu'on commençait à en parler un petit peu avec Guy de Lafortelle sur la question économique et une possible révolte citoyenne, est-ce que ça va... toutes ces difficultés, cet appel à la sobriété pour des personnes qui ont déjà du mal à boucler les fins de mois, est-ce qu'on ne peut pas se diriger vers finalement une forme de révolte et comment vont-ils contenir cette révolte, Philippe Murer? Effectivement, on commence à avoir déjà plein de grèves qui sont en train de s'ajouter les unes aux autres et je pense qu'en septembre, il est très possible qu'il y ait une éruption de grève puisque les gens perdent du pouvoir d'achat et que les entreprises ne compensent pas. Après, le problème de la révolte des Gilets jaunes, c'est que les Gilets jaunes
par exemple, avaient fait une révolte, ont demandé quelque chose au gouvernement. Ils ont reçu du gaz lacrymogène sur les manifestations toute la journée et des coups de LBD. Et c'est ça qui bloque, en fait, je pense, qu'il y ait une révolte forte en France. C'est le fait que les gouvernements n'écoutent pas et que les gouvernements, en fait, envoient la force face aux citoyens quand les citoyens disent qu'ils sont mal. Je pense que c'est ça qui bloque un peu la révolte. Mais au bout d'un moment, la soupape sera trop serrée et il est très possible que ça saute. Ouvrez le robinet du gaz russe et pas celui du gaz lacrymogène. Finalement, c'est la conclusion, Philippe Murer. Merci beaucoup. C'est une très bonne conclusion. Je rappelle, vous êtes économiste et essayiste et je rappelle vos 2 derniers livres, Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant, aux éditions Jean-Cyril Godefroy, et Sortir du capitalisme du désastre, écrit avec Jacques Sapir et toujours aux éditions Jean-Cyril Godefroy. À très bientôt, Philippe Murer. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.